Bienvenue chez Recap Infini, nous sommes à New York, la ville qui ne dort jamais, dont les histoires pourraient remplir le plus grand livre du monde. Dans une petite église, nous faisons la connaissance de Pete, notre protagoniste, qui essaie de s'ouvrir et de partager ses problèmes au sein d'un groupe de soutien. Cependant, Pete n'est pas dans ce groupe parce qu'il est dépendant à l'alcool ou à la drogue. Non, rien de tout cela. Pete cherche de l'aide parce qu'il est accro au travail. Pour vous donner une idée, voici le métier qu'il exerce. C'est bien ça, est un tueur à gages qui est accro à son travail. L'excitation de briser des os et d'éliminer sa cible lui donne le sentiment d'être vivant. Enfin, tant que c'est la vie de quelqu'un d'autre qui l'enlève. De l'autre côté de la ville, nous rencontrons Matteo, le chef de toute l'organisation. Matteo prépare une attaque contre sa principale rivale, une femme connue sous le nom d'Ange. Mais avant cela, ces hommes lui annoncent une nouvelle difficile à croire, Ange a attaqué son fils, qui est désormais mort. Les seules personnes qui savaient qu'il se trouverait là étaient Matteo et Pete, son homme de confiance depuis des années. Intrigué, Matteo ordonne à ses hommes d'amener Pete. Si c'est un traître, il lui tranchera lui-même la gorge. Pendant ce temps, quitte sa réunion. Le responsable du groupe, Gabriel, lui conseille d'y aller doucement. Être accro au travail n'est pas une chose facile. S'il savait seulement ce que fait réellement, il prendrait ses jambes à son cou. Quelques secondes plus tard, ils se disent au revoir et, alors que traverse la rue, quelqu'un l'attaque par son angle mort. Lorsque reprend connaissance, il est entouré de ceux qui devraient être ses collègues. Mais tous affichent désormais un visage sombre et semblent furieux. Ripper, son ami de confiance, il est désormais obligé de lui faire avouer la vérité. Pourtant, Pete n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Au début, il croit que tout cela n'est qu'une mauvaise plaisanterie, mais lorsqu'on le menace avec un chalumeau, il décide de se lever et de se battre. Une fois tous ses adversaires au sol, et après que Ripper a reçu un violent coup, Pete lui demande de lui expliquer ce qui se passe avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé. Lorsque Ripper prononce le mot « traître », Pete lui assure qu'il fait fausse route. Le mieux est d'appeler Matteo et de régler cette affaire au plus vite. Pete assomme alors son ami, appelle une ambulance pour qu'on vienne lui porter secours, puis s'en va. Quelques minutes plus tard, il arrive dans un luxueux Penthouse où se trouve Maura, la fille de Matteo, en espérant qu'elle pourra lui obtenir un rendez-vous avec son père. La relation entre Pete et Maura est quelque peu compliquée. Ils se sont autrefois aimés, mais Pete aimait encore davantage son travail et ne lui a jamais consacré le temps qu'elle méritait. Maura accepte de l'aider. L'idée que Pete soit un traître lui paraît complètement absurde. Mais avant même qu'elle puisse appeler son père, un groupe de personnes à l'arrière révèle ses véritables intentions. Leur chef, Muerto, a décidé de toucher la récompense offerte pour la tête de Pete et présente ses excuses à Maura pour ce qui va arriver à son magnifique bar. Muerto est furieux. Apparemment, il s'était énormément investi dans la fête des 15 ans de sa fille et Pete devait en être le parrain. Mais il n'est jamais venu. Pourquoi? Parce qu'il travaillait. Il semble que son obsession du travail n'ait pas seulement détruit sa relation avec Maura, mais lui ait aussi valu l'inimitié de Muerto. Même Ripper s'était plaint qu'il n'avait assisté à aucun des matchs de dodgeball qu'il avait organisés cette année. Avant que Muerto ne donne l'ordre d'attaquer, Pete prend les devants et lui brise la jambe. Le combat éclate aussitôt. Maura décide d'intervenir, uniquement pour empêcher qu'il ne détruise son bar. Elle a consacré énormément d'efforts à chaque détail de l'établissement. Après qu'ils ont réduit en miettes sa table en granit, elle perd patience et sort une arme. Une seule balle dans la jambe de Muerto met immédiatement fin à la bagarre. Enfin, dans celle qui n'était pas encore cassée. Pete lui demande d'appeler son père. Il est temps d'en finir avec cette histoire. Il n'est pas un traître, et beaucoup trop de personnes sont déjà mortes à cause de ce mensonge. Mais Maura n'a plus parlé à son père depuis des mois. Si Pete veut résoudre cette affaire, il devra le faire seul. À peine 2 secondes après avoir quitté le bar, Pete est encerclé par un gang de Coréens et leur chef, Ming Yi Chavo, que nous appellerons simplement Ming. Comme on pouvait s'y attendre, Ming est lui aussi furieux contre Pete. 2 mois plus tôt avait eu lieu son premier défilé de mode, et Pete en était l'invité d'honneur. Mais devinez quoi? Il ne s'est jamais présenté. Apparemment, tous ces assassins s'efforcent de mener une vie en dehors de leur travail. Tous, sauf Pete. Il s'excuse, mais cela ne change rien au fait qu'il a dû faire porter le costume, parfaitement taillé aux mesures de Pete, à l'un de ses subordonnés.
Vous imaginez à quoi ressemble un Coréen maigre d'1,50 m vêtu d'un costume 3 pièces conçu pour un colosse musclé de 2 mètres? Mieux vaut ne pas le savoir. Ce fut une véritable humiliation, et Ming n'a aucune intention de lui pardonner. Pete n'a même pas rejoint le groupe de discussion où tous avaient choisi leur nom de tueur. Les autres se sont retrouvés avec des surnoms comme Reaper, Muerto ou Thanatos, tandis que lui est resté simplement Pete. Pete a été un ami déplorable pour toutes les personnes qu'il connaissait, et maintenant la rumeur court qu'il est un traître. Même si aucun d'eux ne veut vraiment y croire, ils sont prêts à lui infliger une bonne correction avant de le traîner devant Matteo afin qu'il explique cette ridicule histoire de groupe de soutien. On verra bien si Matteo le croit. Mais Pete compte bien y aller de son propre gré, et certainement pas comme l'otage de qui que ce soit. Malheureusement, lorsqu'il a neutralisé ses anciens amis avec un taser, son téléphone a été détruit. Il n'a donc plus accès au réseau crypté que tous les assassins utilisent. Il décide alors de rendre visite à Thanatos qui, devinez quoi, est lui aussi en colère contre Pete. Mais il ne souhaite pas en parler pour le moment. Les deux hommes passent donc directement aux choses sérieuses et échangent quelques coups avant de commencer à discuter du fait que Matteo n'offre que 500 000 $ pour la tête de Pete. Toutefois, Thanatos a encore envie de lui en coller quelques autres, surtout parce qu'il ne s'est jamais présenté lorsque sa femme est tombée gravement malade. Elle est restée entre la vie et la mort pendant des mois et, au moment où Thanatos avait le plus besoin de son meilleur ami, il n'a reçu qu'un bouquet de fleurs accompagné d'une carte de condoléances impersonnelle. Pour lui, leur amitié est donc terminée. Pete devra désormais se débrouiller seul. Sans plus personne vers qui se tourner, Pete retourne voir Maura. Celle-ci lui a déjà préparé le devis des réparations nécessaires pour son bar. Elle lui rappelle que tous ceux qui étaient autrefois ses amis ont une passion en dehors du travail, un loisir ou une famille. Tous, sauf lui, qui les appelait pourtant sa famille sans jamais se soucier réellement d'eux. Pete reconnaît qu'elle a raison. Mais quelques instants plus tard, il lui avoue malgré tout qu'il adore son travail. Maura commence à se lasser d'entendre toujours la même chose. Elle lui plante alors une fléchette tranquillisant dans le cou, et Pete s'effondre comme une masse. Lorsqu'il reprend connaissance, ses blessures ont été soignées et bandées. Mais avant même qu'il puisse la remercier, quelqu'un défonce la porte. C'est Gabriel, le petit nouveau de la famille, bien décidé à prouver à son père qu'il est capable de maîtriser un homme comme Pete. Évidemment, il en est incapable. Pete se débarrasse en quelques secondes de cette bande de gamins qui jouent aux mafieux. Ils portent peut-être des vêtements noirs hors de prix, mais leurs mouvements sont pitoyables. Après le combat, Pete avoue à Maura qu'il n'a jamais cessé de l'aimer. Elle lui confesse qu'elle ressent la même chose. Elle lui remet alors son téléphone crypté afin qu'il puisse enfin parler à son père. Pendant ce temps, Matteo reçoit Muerto, Reaper et Ming dans son salon. Tous ont échoué dans leur mission et il les considère comme une véritable honte. Pourtant, aucun d'eux ne croit que Pete soit un traître. Quelques minutes plus tard, Pete parvient à joindre Matteo et tente de lui expliquer toute l'affaire. Mais Matteo est furieux et lui laisse seulement jusqu'à l'aube pour prouver son innocence. Pete réfléchit alors. Si quelqu'un cherche à me faire passer pour un traître, cette personne ne peut être qu'Ange. Il est donc temps d'aller la voir. Armé jusqu'aux dents et bénéficiant d'un soutien aérien grâce à Maura, Pete se prépare à infiltrer les docks, le territoire contrôlé par Ange est le cœur de ses opérations. Au milieu des tirs et des explosions, Pete perd le contact avec Maura. Celle-ci est surprise par derrière et prise en otage. Ange sait à quel point il est précieux d'avoir entre ses mains la fille de son plus grand rival. Pour l'instant, Maura ne risque pas d'être tuée, mais Ange est curieuse de savoir pourquoi ils sont venus attaquer ces hommes et semer un tel chaos. Même si Maura rêve de tuer Ange pour ce qu'elle a fait à son frère, elle est actuellement en position d'infériorité. Quant à Pete, il est quelque peu occupé à éliminer tous ceux qui se dressent sur son chemin. Pendant ce temps, Ange avoue être à l'origine de la rumeur selon laquelle Pete serait un traître. Son intention était de déstabiliser la famille de Matteo, mais elle ne s'attendait pas à ce que cela prenne une telle ampleur. Grâce à une explosion provoquée par Pete, Maura trouve enfin une occasion de se libérer et attaque Ange. Il est temps pour les deux femmes de régler leur compte dans un combat à main nue aussi brutal que spectaculaire. De son côté, Pete affronte le bras droit d'Ange, un gigantesque samoan qui lui donne du fil à retordre, sans toutefois dépasser les limites de ses capacités. Revenons aux deux combattantes. Le duel tourne progressivement à l'avantage d'Ange, bien plus expérimenté. Maura est à deux doigts de rejoindre son frère dans l'au-delà lorsque Pete surgit et la sauve au tout dernier instant. Pour achever définitivement Ange,
Maura saisit un sachet de fentanyl que celle-ci vendait et le lui enfonce dans la gorge, provoquant une overdose mortelle en quelques secondes. Comme preuve de la mort d'Ange, il prélève quelques échantillons destinés à Matteo. Celui-ci sera sans aucun doute très satisfait de leur travail et ne remettra plus en question la loyauté de son futur gendre. Le film se termine avec Pete promettant à Maura qu'il fera tout son possible pour changer et retrouver un meilleur équilibre dans sa vie, en développant enfin une passion pour autre chose que son travail.